Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, on va commencer par reparler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On sait que sur le terrain, au poste de commandement, mais aussi pour la communauté internationale, toute donnée géographique est éminemment stratégique. Donc nous verrons dans l'interview, dans cette édition en ouverture, comment la plus grande base de données cartographique ouverte et libre s'est organisée dans ce conflit. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié à un tout autre sujet. On va parler de l'innovation en matière d'aérien, comment toute l'industrie est en train de se transformer, ces technologies qui arrivent dans les aéroports, mais également l'avion du futur. Et puis Smart Tech vous proposera son rendez-vous sur le biomimétisme. On parlera des couleurs dans la nature, comment elles nous inspirent de nouvelles innovations également. Et on conclura par un reportage chez ceux qui font demain. En l'occurrence, une start-up qui a mis au point un nouveau dispositif destiné aux dermatologues, spécialisé dans le dépistage du cancer de la peau. Mais tout de suite, donc c'est l'interview, c'est parti pour Smart Tech. On parle donc de crise, de réfugiés et d'open data. Localisation des ambassades, des consulats d'Ukraine en Europe, des centres d'aide, la mobilisation des contributeurs au projet collaboratif OpenStreetMap pour apporter leur soutien aux ONG qui travaillent sur le terrain auprès des réfugiés. C'est le sujet de l'interview avec Florian Lénez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous contributeur de longue date, mais aussi le porte-parole de l'association OpenStreetMap France, qu'on appelle le Wikipédia de la cartographie. C'est considéré comme la plus grande base de données libre et ouverte aujourd'hui de données cartographiques, géographiques dans le monde. Quand on se retrouve dans une situation de conflit, on est en temps de guerre aujourd'hui aux portes de l'Europe, la donnée géographique est éminemment stratégique, je l'ai dit en ouverture. Comment vous concevez la carte collaborative? Est-ce que ça devient une forme d'acte de résistance, une prise de position en temps de conflit? Évidemment, la carte en temps de conflit elle a toujours été stratégique. Historiquement, ceux qui ont commencé à créer des cartes, ce sont les militaires. Donc toute utilisation cartographique est très, très militaire et les belligérants de tous les conflits utilisent toujours des cartes. C'est vraiment stratégique. Ça veut dire que quand vous impliquez une communauté de bénévoles qui participent à alimenter OpenStreetMap, vous êtes obligé de travailler sur quelle est la vocation politique des outils qui seront faits derrière à partir de ces données? C'est un débat qui anime la communauté et dont on ne peut pas se passer. Mais par la nature même du projet, OpenStreetMap est un projet extrêmement décentralisé. Il n'y a donc pas de contrôle central du projet. Et donc, il y a des points de vue qui peuvent être en désaccord. On a vu récemment, là, le 4 avril, la communauté OpenStreetMap d'Ukraine, donc c'est des habitants d'Ukraine, qui ont lancé un appel pour que nous cessions d'éditer la carte en Ukraine, pour pas que les Russes n'utilisent ces cartes à des fins militaires. Et alors, quelle a été la réaction ? Eh bien, il n'y a pas de réaction officielle. Il n'y a pas un organe officiel qui prend une décision. Donc, il y a eu un grand débat qui a été lancé dans la communauté OpenStreetMap avec des prises de décision qui étaient parfois opposées les unes aux autres. Et le résultat ? Alors, en Ukraine, on constate que depuis l'invasion de février, il y a à peu près moitié moins d'éditions de la carte en Ukraine. Ça s'explique aisément par la situation de crise des Ukrainiens en eux-mêmes. Mais il y a quand même des acteurs externes qui cartographient en Ukraine. Je pense à des ONG, notamment européennes, qui repèrent où sont les hôpitaux, les zones pour les réfugiés, tous les lieux qui peuvent être utiles à la gestion de la crise par des acteurs qui interviennent sur le terrain directement. Donc on n'est pas du tout dans l'idée justement d'arrêter toute activité quand on se trouve dans un pays en temps de guerre. Au contraire, on peut peut-être réorienter les jeux de données qui sont mis à disposition. Qu'est-ce que vous avez comme exemple justement d'initiatives très concrètes qui peuvent venir en aide aujourd'hui à ceux qui subissent la guerre et ses premiers effets? Alors OpenStreetMap, c'est un projet qui est vraiment très utilisé par les ONG, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières et d'autres acteurs en temps de crise. Donc depuis le tremblement de terre en Haïti en 2010, on a prouvé la réactivité de la cartographie collaborative pour produire des cartes directement utilisables
en quelques jours seulement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, j'ai envie de dire. OpenStreetMap est maintenant un projet qui est extrêmement utilisé par les acteurs en temps de crise. Donc vous êtes presque un partenaire aujourd'hui, un outil qu'ils utilisent au quotidien. Dans le cadre de la guerre aux portes de l'Europe, quels sont les jeux de données, je dirais, privilégiés par les ONG ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, tous les lieux qui peuvent être utiles aux réfugiés, ce sont vraiment les lieux qui sont les plus utiles. Ils sont déjà identifiés ? Alors, ils sont déjà identifiés par la communauté OpenStreetMap qui fait un travail de long cours. Mais il y a des lieux qui sont créés du coup ex nihilo, qui peuvent paraître comme temporaires, comme des camps de réfugiés, mais qui en fait, dans les faits, on s'en rend compte, ce sont des lieux qui perdurent pendant de nombreuses années. Et donc, en fait, dans OpenStreetMap, on peut cartographier ces lieux de manière extrêmement précise. C'est le cas en Pologne, c'est le cas en Ukraine, mais en France, on a ce qu'on appelle à Calais les camps de migrants qui sont également cartographiés dans OpenStreetMap. Et ça, c'est la vocation de qui ? Parce que là, on parle d'une communauté de volontaires, donc avec des initiatives spontanées, non coordonnées, même si des débats s'installent évidemment au sein de la communauté. Est-ce que c'est le travail d'OpenStreetMap de fournir ces informations, ou est-ce que ça devrait être le travail de gouvernement, des États ? OpenStreetMap, c'est une base de données cartographique. Donc chacun peut s'en emparer et l'utiliser pour ses propres besoins. Donc c'est pour les meilleurs et pour les pires dessins qu'on peut s'en emparer. Mais on voit l'ONU qui a des projets de cartographie dans les zones où ils interviennent pour le maintien de la paix. Je pense par exemple en Libye, où il y a une mission de l'ONU qui vise à maintenir la paix dans ce pays. Eh bien, il y a un projet de cartographie de l'ONU qui cartographie l'ensemble des bâtiments à Tripoli en ce moment même, directement dans OpenStreetMap, avec les outils et l'aide de la communauté OpenStreetMap pour identifier les bâtiments, pour organiser son action sur le terrain. Donc, l'ONU, par exemple, ils ont fait le choix de cartographier les zones sensibles. C'est le point de vue de l'ONU. Il y aura d'autres personnes qui auront des avis différents et qui utiliseront le projet d'autres manières. Alors vous avez personnellement pris part et organisé cette contribution autour des lieux consulaires, des ambassades, des lieux diplomatiques sur le terrain. Comment est-ce que vous procédez très concrètement ? On utilise toutes les données qui sont à notre disposition en open source. Donc, vraiment toutes les données qui peuvent être publiées. À savoir, des exemples. Parce que vous êtes là, ici, à Paris, donc très loin du terrain. Comment est-ce que vous vous assurez que les données que vous collectez sont des données fiables, précises ? Il y a de très nombreuses sources à notre disposition. Il y a les données qui sont publiées en open data par les gouvernements et par les collectivités locales. Il y a les données qu'on peut déduire directement des photos satellites. Et il y a vraiment, ça c'est deux exemples, mais il y a vraiment beaucoup de très nombreuses sources de données qui peuvent être utilisées et qui sont à notre disposition. Et puis on mène un travail continu de jardinage où on améliore les données, on corrige les éventuelles fautes qu'il y a dans les données. La communauté OpenStreetMap est très organisée pour mener ce travail de long terme. C'est un travail de vérification surtout. C'est un travail de vérification, mais aussi de création de données à partir de données existantes. Une donnée cartographique, elle vit, elle meurt, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, que la carte complète n'existe pas, on est vraiment dans la même optique que Wikipédia, c'est un projet qui n'a pas de fin. Alors pour que ce soit vraiment très concret pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, quand vous avez la localisation d'une ambassade, d'accord ? Qu'est-ce que vous en faites ? Comment vous travaillez cette donnée ? Comment vous l'enrichissez ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Oui, on peut indiquer l'endroit exact où elle se trouve, on peut indiquer son adresse, les coordonnées de contact pour appeler cette ambassade. On peut mettre le site internet, on peut rajouter les nombres de métadonnées qu'on indique sur les lieux sont assez sans fin. C'est vraiment, ça ne finit pas. Le bâtiment en lui-même peut être décrit, le nombre d'étages du bâtiment, où se situe exactement l'entrée avec l'adresse. Il y a vraiment de très nombreuses informations qui peuvent être créées et qu'on retrouve sur les cartes grand public que tout le monde a sur son smartphone. Et donc vous travaillez aussi pour des acteurs comme Google, pourquoi pas ? Alors Google, ils ont le Google Maps qui est préinstallé sur Android, donc ils ont une sorte de monopole qui est assez important. Mais il y a de très nombreuses cartes, des applis mobiles qui utilisent OpenStreetMap qui sont disponibles. Je pense à l'appli Maps.me qui a été... Donc Google Maps ne repose pas du tout sur OpenStreetMap ? Non, toutes les données de Google Maps appartiennent à... c'est le principe de l'open data. Nous, on crée des données qui sont en open data, qui peuvent être
réutilisés par tout le monde. Google ne joue pas le jeu puisqu'ils sont dans une situation un peu de monopole, donc ils ne souhaitent pas partager leurs propres données en interne. Mais on constate ces dernières années que tous les concurrents de Google Maps se positionnent pour OpenStreetMap. On voit que dans Facebook, il y a des cartes issues d'OpenStreetMap directement. Les acteurs, les concurrents de Google, en fait, misent beaucoup sur OpenStreetMap en ce moment. Alors vendredi dans Smart Tech, je recevais la patronne d'Etalab, la grande CDO en fait de l'administration et des institutions publiques. Comment est-ce que vous travaillez avec eux en France ? En France, il y a un écosystème d'entreprises qui vivent grâce à OpenStreetMap, en création de données, en maintenance de données, en relevé de terrain. C'est vraiment un écosystème qui est vraiment structuré aujourd'hui. C'est ce que me disait Laure Lucchesi également. Hein. Oui, non, c'est vrai que vous êtes complémentaires, vous êtes en concurrence. Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Non. Etalab, on est vraiment content qu'il soit là et qu'il booste l'action publique sur la publication de données en open data. Pour nous, OpenStreetMap est un pas plus loin que la publication en open data. Publier ces données, c'est une chose. Collaborer avec une communauté OpenStreetMap pour co-créer les données, pour nous, c'est un niveau de maturité supplémentaire. Et les entreprises qui travaillent dans ce domaine arrivent à faire ça dans le domaine du transport, du tourisme, de la gestion des données environnementales. Il y a vraiment un écosystème qui crée des données comme ça. Merci beaucoup Florian Lénès, porte-parole de l'association OpenStreetMap France. Vous êtes également co-dirigeant de l'entreprise Jungle Bus depuis 2019. C'est une entreprise spécialisée dans la co-création de données de mobilité avec la communauté, évidemment, OpenStreetMap. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. On passe à l'innovation dans le secteur aérien. Alors, on est à la veille des grandes réservations de l'été, donc on imagine que le secteur aérien va reprendre des couleurs, mais en tout cas, il a traversé en attendant une crise majeure. On verra ensemble dans ce talk quels sont les nouveaux défis que doit relever l'industrie et notamment comment le recours aux technologies peut l'y aider. On en parle avec Nathalie Stubler, présidente directrice générale de la compagnie aérienne Transavia France du groupe Air France KLM, et Sergio Colella, président de SITA Europe, un fournisseur de technologies de l'information pour l'industrie du transport aérien. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans Smart Tech. On va peut-être commencer ensemble, Sergio Colella, puisque vous avez édité un rapport, c'est la 18e édition, Air Transport IT Insight 2021, qui nous permet d'avoir ces grandes tendances d'investissement dans les technologies qui concernent le secteur aérien, aussi bien donc, du côté des compagnies aériennes comme Transavia, mais aussi des aéroports. Expliquez-nous déjà comment ces technologies, l'innovation, peut aider toute cette industrie à sortir ou traverser le mieux possible cette crise Covid-19. Absolument. D'abord, on est en train de sortir de la crise du Covid. On espère, oui, définitivement. Définitivement. On est arrivé environ à 83% du trafic tel qu'il était avant la crise. Et aujourd'hui, le transport aérien se relève en misant sur une expérience du passager qui soit la plus fluide possible, la plus facile, en évitant d'avoir des files d'attente dans les aéroports, en faisant en sorte Alors aussi... ça, c'est pas un mince défi, parce que justement, toutes les mesures sanitaires ont plutôt enlevé ce caractère fluide qui pouvait apparaître à l'aéroport. Ça a plutôt complexifié les choses. Absolument, il y a des contrôles supplémentaires qui sont à faire et qui étaient nécessaires, par exemple le passeport vaccinal et les contrôles de sécurité. Donc, malgré cela, avec un aéroport qui, quelque part, est devenu plus petit parce qu'il faut respecter ces normes de sécurité, il faut faire en sorte, grâce à la technologie en particulier, il faut faire en sorte que le voyage reste fluide et agréable pour le passager. Il faut aussi faire en sorte que le voyage soit propre d'un point de vue environnemental ou le plus possible. Et on se rend compte avec cette enquête que les décideurs informatiques de compagnies aériennes, d'aéroports décident d'investir dans l'automatisation, dans la mobilité, le fait de pouvoir piloter son voyage au travers de son smartphone, dans la biométrie, dans l'intelligence artificielle pour optimiser les phases de vol. Et donc, en fait, le digital devient un des éléments de transformation principaux du transport aérien. Et la CITA travaille dans ce contexte. Que les DSI, c'est-à-dire en fait les directeurs des systèmes d'information, soient convaincus que les solutions arrivent par les technologies, je dirais,
c'est naturel, en tout cas c'est rassurant pour leur job. Nathalie Stobler, on a donc ce secteur aérien qui a été fortement impacté par la crise Covid-19, avec la nécessité d'investir justement sur des nouvelles technologies, mais peut-être des nouvelles techniques en tout cas, pour répondre aux urgences sanitaires. Comment est-ce qu'on trouve les ressources pour se dire on va encore davantage investir dans les technologies, on va écouter nos DSI pour aller sur l'aéroport du futur, l'avion du futur, l'avion connecté? Alors, est-ce que le contexte est vraiment favorable? Alors d'abord, le contexte, on sort effectivement de cette crise, on l'espère effectivement qu'on sort, le trafic reprend. Nous, on a déjà un joli boost de trafic sur ces vacances d'avril, et puis effectivement des réservations en forte hausse pour l'été, puisque nous sommes en croissance, on sera en croissance par rapport à l'année 2019. Ce qui est aussi important de voir, c'est que dans ce contexte de crise, le transport aérien a été très challengé sur ses émissions de CO2, sur son empreinte environnementale. Et donc, effectivement, on va investir pour réduire cette empreinte environnementale. Donc, c'est important parce que c'est vital pour la suite. Oui, le transport aérien émet du CO2, c'est le principe de combustion dans les moteurs, mais oui, on fait tout pour le réduire. Et c'est là où les technologies vont nous apporter une aide. Le premier levier pour une compagnie aérienne, c'est de changer de génération d'avions. Donc là, c'est ce que Transavia va faire en prenant des Airbus Neo. Le premier va arriver l'année prochaine. Et là, vous allez gagner 15%. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, ce Neo? Un nouveau moteur. Et donc, effectivement, c'est là-dessus le plus gros levier. Donc, avec moins de consommation de carburant? Tout à fait. Là, tout de suite, c'est un levier 15%, mais qui va demander là, des milliards d'investissements. Ouais. Un avion neuf prix catalogue, on est plutôt dans la centaine de millions d'euros. Donc, tout de suite, là, des milliards. Ça démarre l'année prochaine pour nous, ce renouvellement, mais sans attendre ce renouvellement. Ce qu'on utilise déjà aujourd'hui, et en particulier avec une des entreprises de Citain, ce sont des technologies pour mesurer nos émissions de CO2 dans le pilotage au quotidien de nos avions et optimiser. Et une des réussites, on a été compagnie de lancement d'un produit qui s'appelle OptiClimb, qui est maintenant une entreprise Safetyline qui a été rachetée par Citain, et sur lequel on peut largement économiser déjà sur cette phase de montée. La montée, c'est environ 30% d'utilisation du carburant pour une compagnie moyen courrier. Et donc, grâce à cette entreprise, eh bien, on a pu optimiser ce profil de montée, altitude, vitesse, pour économiser du carburant. Donc, tout ce qui va être finalement de la data ou de l'intelligence artificielle autour de nos données de vol va nous permettre de travailler et de réduire nos émissions, déjà tout de suite. Donc ce sont des outils d'intelligence artificielle en particulier aujourd'hui qui peuvent répondre aux grandes priorités, aux grands enjeux du secteur aérien, l'analyse de données? Oui, absolument. C'est le big data, c'est le fait d'exploiter la quantité immense de données qui viennent par exemple des moteurs d'avion, qui viennent de l'expérience des vols précédents, pour faire en sorte d'optimiser de quelques points. Par exemple, dans le contexte ici, la consommation de kérosène et donc la consommation de CO2. Et ici, même quelques points sont importants parce que si par exemple, sur les phases de montée sur une flotte d'avions, on arrive à économiser 3-4% de la consommation de CO2, ça veut dire que sur une flotte de 40 avions, on a un avion qui ne consomme pas de kérosène, donc de CO2. Donc Merci. C'est très pratique. C'était les chiffres Transavia. Merci. C'est les chiffres Transavia, absolument. Et je veux remercier Transavia parce que... alors là, on a deux partenaires, dis donc, en plateau. On a été compagnie de lancement de l'outil développé par Citain. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme budget sur les technologies dans le secteur de l'aérien? On trouve des budgets à la baisse, à la hausse? Alors, malgré la crise, qui était très, très pénalisante pour les compagnies aériennes et les aéroports, parce que nos clients et donc nous-mêmes, on a vécu des moments à moins 80% de trafic. Ouais. Malgré la crise, l'investissement dans le digital est en train d'augmenter dans 80% des cas. Pourquoi? Parce qu'il est apporteur de productivité, il est apporteur d'expérience de voyage qui est le plus fluide possible. Et notre objectif, c'est au travers de la technologie de créer une expérience de voyage digitale à côté de l'expérience de voyage physique. Donc ça veut dire par exemple que notre visage doit devenir notre carte d'embarquement, même notre passeport parce que la technologie est prête. Que notre smartphone qui est dans la poche là doit devenir la télécommande de notre voyage. Et donc lorsqu'on voyage, on sait où sont nos bagages,
On sait s'il y a un changement dans un vol. On est vraiment... Et ça, c'est du côté, cet investissement-là, de ce dont vous parlez, c'est du côté de l'aéroport ou de la compagnie aérienne? Les deux. Ouais. Les deux. C'est aussi du côté des gouvernements pour faire en sorte que le contrôle aux frontières soit le plus efficace possible. Ça permet de faire un profilage des profils à risque ou moins à risque et faire en sorte que dans 80% des cas, l'expérience du voyage door-to-door, comme on dit, soit la plus fluide possible. Du côté de la compagnie aérienne, est-ce qu'il y a des grandes différences entre vous et vos concurrents sur la manière justement d'effectuer les contrôles, par exemple, des passagers? Est-ce que là-dessus, les choix technologiques peuvent être différenciants? Alors, là, vous parlez des contrôles, je dirais, à l'embarquement, Oui, à par exemple, l'embarquement. avec les mesures sanitaires. Oui. Alors, effectivement, vous pouvez avoir des éléments très différenciants d'une compagnie à l'autre. D'ailleurs, Transavia fait partie du groupe Air France qui a mis en place un outil aussi basé sur la technologie pour permettre à l'avance de reconnaître si on avait tous les documents. Et c'est encore plus important pour Air France, qui est une compagnie qui permet de la correspondance. Alors là, les multiplications de contraintes entre les différents pays étaient fortes. Donc ça, c'était effectivement un point différenciant. Sur la partie aéroportuaire, comme Sita l'a exprimé, là, c'est effectivement l'aéroport qui va investir dans un appareil de reconnaissance faciale. Nous, Transavia, on est toujours volontaire pour faire partie de l'expérimentation, pour dire il y a une expérimentation qui a été lancée, on l'a eu à Lyon, on l'a eu à Orly. Nous, on est toujours volontaire pour participer avec les aéroports, pour faire progresser et faire en sorte que les aéroports se démarquent et fluidifient le passage des clients. Et puis aussi volontaire sur la partie plus avion. Ça, c'est plutôt pour optimiser les roulages au sol, parce que là encore, sur les roulages au sol, on va économiser du carburant et donc moins émettre de CO2, ou encore l'alimentation de l'avion au sol. Là-dessus, on a besoin de se coordonner avec les aéroports pour faire en sorte de ne pas utiliser un petit moteur auxiliaire qui s'appelle l'APU dans notre jargon. Et là encore, moins émettre de CO2, d'oxyde d'azote. Donc alors ça, c'est très clé. cet avion du futur, enfin on va parler du futur proche, un avion un peu plus connecté, un peu plus tech, sa priorité, ça va être ça va être la limitation des émissions carbone? Clairement, pour nous, c'est un point vraiment important. Je pense qu'on attend beaucoup l'aérien. Notre groupe s'est engagé, le groupe Air France s'est engagé sur une trajectoire très ambitieuse, avec une baisse des émissions unitaires, donc par passager kilomètre, de 30% à l'horizon 2030. Et je dirais, la société nous attend aussi sur ce sujet. Donc, c'est un point clé. Après, sur le sujet, je dirais, fluidité du parcours client, c'est effectivement notre métier, je dirais, au quotidien. Mais l'enjeu environnemental est extrêmement important et on attend beaucoup de sociétés experts en données, en intelligence artificielle. C'est plus ça aujourd'hui qu'on attend que des expériences nouvelles dans l'avion pour les voyageurs? C'est peut-être les deux. Si on revient sur l'aspect environnemental, c'est fondamental parce que, surtout ici en Europe, il y a une sensibilité qui est plus grande que dans d'autres régions à l'aspect environnemental de son voyage. Et vous parliez du temps de roulage au sol. Oui. En moyenne, au niveau mondial, le temps de roulage au sol des avions avant de décoller représente 5% de la consommation de CO2 et de kérosène. 5%. Vous vous rendez compte, juste le fait de rouler pour arriver à la piste de décollage ou pour arriver dans l'aéroport. Ouais. Donc, si on arrive à optimiser ça grâce à la technologie, c'est une question d'optimisation et de collaboration entre l'aéroport, la compagnie aérienne, le contrôle aérien pour faire en sorte qu'on optimise ça. C'est super. Ben ça, j'imagine aussi que ce sont des économies financières à la clé. Surtout en ce moment. Justement, puisque vous travaillez avec des opérateurs partout dans le monde, enfin dans 200 pays, je crois, plus de 200 pays, Sita, comment est-ce que vous pouvez nous situer, les aéroports français, nos grands aéroports, en matière opérationnelle, en fluidité pour les passagers, on se situe comment? Bien, malgré tout. D'abord, le marché français est un marché important. C'est le 3e marché au niveau européen. C'est un marché qui a souffert, mais qui reprend. Je dirais que vous
prenait l'exemple de Transavia. Transavia est en avance par rapport à l'implémentation de ces technologies. Les aéroports français ont mis en place la biométrie pour le contrôle aux frontières, par exemple, ne serait-ce que si on prend l'exemple d'ADP. Il y a encore des progrès à faire en termes de fluidité, en termes d'automatisation. Alors sur quoi, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait changer très concrètement quand on arrive à l'aéroport? Alors, dans notre expérience. Alors, la première chose, c'est si on regarde vraiment l'écosystème au sens large, l'accès à l'aéroport doit être encore plus facile. Oui. Et faciliter le fait d'arriver à l'aéroport par un moyen qui est plutôt respectueux de l'environnement, c'est bien. D'accord? Donc ça, c'est un élément. Là, il y a du travail. En tout cas, sur les aéroports parisiens. Oui, oui, exactement. On aura bientôt le métro qui desservira directement Orly, la ligne automatique. Donc ça, c'est effectivement un futur proche. Ça, c'est important. Et si, pour prendre un autre exemple, on a la chance d'être internationaux. Lorsqu'on va à Heathrow ou lorsqu'on va à Stockholm, l'accès à l'aéroport par un métro qui est facile d'utilisation permet de réduire des émissions de CO2 de manière importante, ne serait-ce que parce qu'il y a moins de voitures qui vont dans les aéroports. Et après, c'est aussi l'intermodalité, c'est-à-dire le fait que votre voyage commence avant d'arriver à l'aéroport. Et donc, par exemple, vous déposez vos bagages en ville, au lieu de les déposer et de faire votre enregistrement à l'aéroport. Donc, c'est ça l'aéroport d'après-demain. C'est un aéroport où, d'abord, on s'occupe de vous door to door, comme on dit, et votre expérience commence avant d'arriver. Elle est aussi, je dirais, éco-compatible que possible, et elle s'améliore d'année en année grâce à la technologie au sens large. Bon, dans les investissements numériques, il y a aussi la question de la cybersécurité. On est de plus en plus éveillé aux risques cyber. J'imagine que dans le secteur aérien, c'est le cas également. Ce sont des budgets qui sont en forte augmentation. Oui, c'est effectivement un point, je dirais, d'attention. Alors, toutes les entreprises, puisque en plus, avec le confinement, on a vu quelques recrudescences sur le sujet. Donc là aussi, on a pas mal investi sur d'abord de l'humain, des experts aussi dans l'entreprise, et puis des systèmes de protection de plus en plus élaborés. Donc ça, effectivement, c'est une source importante de développement au quotidien, je dirais, là-dessus. Ça demande une expertise particulière de fournir des outils de cybersécurité au secteur aérien? Oui, c'est de plus en plus complexe. Et les infrastructures aériennes sont des cibles, je dirais, appréciées par évidemment, oui. Tout type d'attaque. Parce que si on arrive à bloquer un aéroport, on a tout de suite une visibilité qui est importante. Et donc, il faut travailler chaque jour à la cybersécurité de l'infrastructure aérienne. Donc, c'est des technologies particulières. C'est, je dirais... Et ça ne freine pas l'innovation, justement? Ce risque cyber, aujourd'hui, n'est pas un frein à l'innovation? Il faut innover, et donc il faut avoir la flexibilité d'une start-up avec la sécurité d'une entreprise qui investit vraiment dans le fait de sécuriser les infrastructures. Et c'est pour ça je dirais, nous, de notre côté, on s'appuie effectivement sur des entreprises spécialisées en cybersécurité, de même qu'on s'est appuyé sur des entreprises spécialistes en big data ou en intelligence artificielle. C'est la même chose côté cybersécurité. C'est certain qu'on n'aura pas les compétences au sein de l'entreprise. Même si on investit humainement, c'est surtout pour être en lien avec des spécialistes du secteur sur lesquels on évite d'ailleurs de trop raconter ce qu'on met en œuvre comme mesure. Pas de questions à ce sujet, évidemment. Si je reviens un peu, projetons-nous un petit peu dans le futur et aux expériences des passagers. Dans cet avion du futur, vous avez dit donc qu'il sera plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux gadgets, des choses qui vont nous permettre de passer des voyages plus agréables? Vous l'avez souligné, je pense que l'expérience au sol, elle est importante, parce qu'on a vécu quand même des moments un peu compliqués au moment de la reprise avec tous ces contrôles. Et c'est certain que la reprise, là, tout d'un coup, du trafic, après une phase un peu plus endormie, fait en sorte qu'il y a encore pas mal de difficultés pour passer les filtres. Donc c'est sûr qu'on a envie que l'expérience au sol soit la plus fluide possible, peut-être la plus connectée ou la plus facialement reconnaissante. Donc ça, c'est important. Ce dont on s'aperçoit aussi à bord, nos clients nous le disent, c'est que l'importance de l'humain, donc là, on est moins sur la technologie,
mais nos équipages ont été extrêmement appréciés là, pendant ces voyages ces derniers mois. Donc, on sait que c'est un point d'attention pour nous. Il faut qu'on garde cet aspect humain. Et puis après, ce qu'on peut imaginer sur l'expérience à bord. Alors, nous, on est une compagnie low cost, donc l'offre à bord, c'est une offre sur demande. Hein, c'est vous qui commandez ce dont vous avez besoin. Mais on peut réfléchir à des choses plus connectées, effectivement, pour anticiper les besoins, avoir toujours à bord, finalement, ce dont les clients auront besoin. Donc là aussi, un peu d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'on a les bons stocks et surtout pas de gaspillage alimentaire. Bon, en tout cas, la priorité, on l'a bien compris, c'est vraiment de fluidifier le trafic dans les aéroports et la priorité environnementale, vous l'avez bien en tête. Merci beaucoup à tous les deux. Nathalie Stubler, présidente directrice générale de Transavia France, une femme qui pilote une compagnie aérienne, on est ravis. Et Sergio Colella, président de CITA Europe. Merci pour vos éclairages. On enchaîne dans Smart Tech. D'abord une petite pause et on se retrouve, on va parler biomimétisme. Vous êtes bien sur la chaîne Bismart et vous regardez Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation, de nouvelles sociétés numériques. Dans cette deuxième partie de l'émission, vous allez voir, on va partir à la découverte de ceux qui préparent demain et notamment d'une nouvelle solution de dépistage du cancer de la peau. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme, ou un rendez-vous avec la nature, on pourrait dire, la nature qui rencontre les technologies. On en parle avec Quentin Amsalem, spécialiste en bio-inspiration. Bonjour Quentin. Bonjour. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les couleurs dans le vivant. Et on va commencer par un exemple, par exemple, les couleurs du pan. Exactement. On va parler aujourd'hui des couleurs structurelles. Mais qu'est-ce que exactement des couleurs structurelles ? Oui. Alors, les couleurs structurelles s'opposent un petit peu aux couleurs pigmentaires. Les couleurs pigmentaires, on les retrouve un petit peu partout autour de nous, dans les peintures notamment. On va utiliser des pigments colorés qui vont permettre d'avoir justement ces couleurs. Et là, les couleurs structurelles sont un petit peu différentes. On n'utilise pas du tout des pigments colorés, mais vraiment l'interaction entre la lumière et des nanostructures présentes à la surface d'un matériau. Par exemple, prenons une plaque de métal. Une plaque de métal, elle va nous apparaître grise. Si on vient graver à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire au millionième de millimètre, on va réussir à donner une couleur à cette plaque de métal uniquement grâce à l'apparition de ces nanogravures. Ou ça peut être comme la couleur de la mer qui change en fonction du ciel. C'est un petit peu différent. Mais ici, c'est vraiment la nanostructure présente sur une surface. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez le pan, vous en avez parlé tout à l'heure. Le pan, on voit très bien toutes les couleurs qu'il arbore sur ses plumes. Ces plumes sont d'ailleurs brunes à la base, des pigments bruns. Et il va avoir des nanostructures à la surface de ces plumes qui vont lui permettre d'avoir justement tout ce panel de couleurs, cet arc-en-ciel de couleurs qu'on va voir sur ces plumes. Voilà l'utilisation dans le vivant des couleurs pigmentaires et des couleurs structurelles. D'accord, c'est très clair. On a un autre exemple. Alors, on va montrer une image d'une grenouille bleue. Oui. Alors, toute la question, c'est de savoir à quoi servent ces couleurs structurelles dans la nature. Alors, justement, ça va pouvoir permettre d'avoir des couleurs qui ne sont pas forcément accessibles avec des pigments. Il faut savoir que le pigment bleu est quasiment inexistant. Ce bleu est magnifique. Ce bleu est magnifique. Oui. Il est quasiment inexistant dans la nature. Et grâce aux couleurs structurelles, les êtres vivants vont pouvoir arborer des couleurs un petit peu différentes, plus éclatantes, voire parfois iridescentes. Et on peut se pencher justement sur le cas de l'araignée pan. Ces couleurs-là sont assez intéressantes pour le vivant. Ils vont leur permettre de communiquer, de parfois même se camoufler, se défendre. Et dans le cas de l'araignée pan, leurs couleurs sont même vitales pour elles, parce que justement lors de la parade nuptiale, leur couleur va leur permettre d'envoûter la femelle araignée. Là, on a les couleurs de la parade nuptiale, c'est ça ? Là, on a la couleur qui sont présentes sur l'abdomen de l'araignée pan. Alors l'araignée pan, c'est une toute petite araignée qui est présente en Australie. C'est plutôt une araignée qui ne va pas forcément tisser des toiles, mais qui va faire des bonds. Ah voilà, donc là ici, c'est pour la parade nuptiale. Exactement. Et en fait, sur cet abdomen, il y a tout un panel de couleurs. Et ça, justement, c'est grâce à une nanostructure présente sur l'abdomen des araignées pan. Donc en fait, pour réussir à séduire la femelle, justement, l'araignée pan va faire toute une parade nuptiale, une espèce de danse où elle va arborer très fièrement ses couleurs sur son abdomen et faire des mouvements un petit peu rigolos avec ses pattes pour justement essayer de séduire, voire même envoûter la femelle pour éviter que la femelle le dévore, tout simplement. Parce que si le mâle n'est pas assez convaincant,
la femelle va le dévorer. Donc on voit bien que là, les couleurs structurelles pour l'araignée pan sont vitales. Effectivement. Et alors, qu'est-ce que l'étude de ces structures peut apporter justement en matière de technologie? Ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et d'ailleurs, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de les comprendre. C'est-à-dire des biologistes, des ingénieurs, des physiciens vont d'abord essayer de comprendre comment la nanostructure, justement dans le cas de l'araignée pan, va permettre de sélectionner certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, pour faire apparaître toutes les couleurs qu'on voit sur l'abdomen des araignées pan. Et donc, c'est des structures assez complexes. En regardant très finement l'abdomen de l'araignée pan, on va voir que c'est des structures en 3 dimensions. Donc avec cette forme assez longiligne, ouais. Exactement, avec cette forme longiligne, avec une section triangulaire. En fait, quand les rayons lumineux vont venir frapper donc cette nanostructure, certaines couleurs vont être piégées par la structure et d'autres vont être réfléchies. Et c'est ça qui va faire apparaître certaines couleurs. Donc c'est un phénomène vraiment physique? C'est un phénomène totalement physique, ouais, indépendant de la couleur pigmentaire de la surface. Donc c'est vraiment la structure qui va faire apparaître les couleurs. Et il faut qu'il y ait un mouvement de l'araignée pan pour activer ce processus? Pas forcément. Si l'araignée pan est immobile, les couleurs vont quand même apparaître. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est en fonction de l'angle avec lequel on va regarder l'araignée pan, la couleur va changer. C'est ce qu'on appelle l'iridescence. Vous savez, si on regarde un CD-ROM et si on modifie l'angle avec lequel on va regarder la surface, on va voir apparaître des couleurs un petit peu différentes. Exact. C'est exactement ce qui va se passer dans le cas de l'araignée pan. Alors si on arrive à comprendre la structure justement de ces nanostructures de l'araignée pan et qu'on arrive à transposer ces structures-là, on pourrait voir énormément d'innovations. Donc c'est plutôt pour des technologies optiques. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'application? Alors par exemple, on pourrait essayer de révolutionner les instruments de mesure de la lumière qu'on embarque souvent dans les satellites ou voire même dans les télescopes. Vous savez, on a besoin d'analyser la lumière qui nous arrive des étoiles, oui. Essayer d'avoir des capteurs les plus précis, les plus stables possibles pour avoir des mesures les plus fines. Et donc, utiliser justement ces nanostructures que l'on retrouve chez l'araignée pan va nous permettre d'avoir des capteurs les plus précis. Donc ça pourrait être une voie. Mais on pourrait aussi penser à des camouflages adaptatifs, par exemple, ou même tout simplement réinventer les couleurs qui nous entourent, des couleurs plus brillantes, plus éclatantes, voire même essayer d'atteindre une certaine sobriété chimique. Parce qu'aujourd'hui, les pigments que l'on utilise sont souvent des pigments chimiques qui sont assez polluants. Peut-être qu'on pourrait éviter l'utilisation de ces pigments-là, justement en utilisant des couleurs structurales. En se servant de la structure même. Exactement. Des matériaux. Merci beaucoup, Quentin Amsalem. Merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste en bioaspiration chez Bioxégie. À suivre dans Smart Tech, on va s'intéresser à une start-up qui va nous montrer comment dépister demain les cancers de la peau beaucoup plus rapidement. Et si demain, on pouvait dépister un cancer de la peau en un coup d'œil, Smart Tech est allé à la rencontre d'une start-up qui a mis au point un dispositif permettant une détection rapide et non invasive. Explication avec la cofondatrice de Damae Medical, Anaïs Barut, et nos équipes Cécilia Sévry et Swazik Houlier. Bonjour à tous. 80 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer de la peau chaque année en France. Un diagnostic qui prend pourtant du temps, qui est invasif et difficile à authentifier. Alors pour révolutionner le diagnostic du cancer de la peau, une société française, Damae Medical, a mis au point une technologie capable de détecter cette maladie au simple contact de la peau et en quelques instants seulement. Alors on est venu ici découvrir cet outil avec la cofondatrice de Damae Medical, Anaïs Barut. C'est parti. Aujourd'hui, si vous avez un grain de beauté suspect, vous allez aller chez votre dermatologue. Il va visualiser l'anomalie à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe. Et basé sur des critères de surface comme la taille, la couleur, les bords, s'il a un doute, il effectue une biopsie. Et ce prélèvement, il est ensuite envoyé à un laboratoire d'analyse où sera réalisée une analyse microscopique en profondeur de l'échantillon. Et c'est un processus qui prend pas mal de temps. La majorité des biopsies sont en fait saines et auraient pu être évitées. Et ce qu'on réalise chez Damae Medical, c'est un microscope qui va s'utiliser directement au contact de la peau du patient. Devant nous, c'est le dispositif médical
Deep Live, Ouais. qu'on développe chez Damae Medical et qui a obtenu son marquage CE en 2020. Et derrière, il y a une technologie optique très innovante qui est issue de plus de 15 années de travail dans la recherche publique. Je peux essayer? Bah oui, bien sûr, installez-vous. Le dispositif Deep Live est constitué d'une unité centrale, d'un chariot, donc c'est relativement mobile, d'un écran et d'une sonde magnétique. Et donc c'est dans la sonde que contient toute la partie optique qui va permettre d'imager l'intérieur des couches de la peau à l'échelle cellulaire. En positionnant la sonde au contact de l'écran modé, on va pouvoir visualiser en profondeur jusqu'à 500 microns. Donc on voit la couche cornée, l'épiderme, le derme. Et on va pouvoir se positionner très rapidement avec cette imagerie de surface. Donc là on est bien sur la lésion. Et donc avec cette profondeur de pénétration, on est capable d'aller voir les carcinomes, c'est le cancer de la peau le plus fréquent, mais aussi le mélanome grâce à cette résolution cellulaire. Et donc là c'est une organisation extrêmement saine, donc il n'y a rien d'inquiétant. Mais donc, c'est comme ça qu'on peut dépister les cancers de la peau et notamment des mélanomes avec des organisations beaucoup plus déstructurées. Pour vous, demain, grâce à des outils comme celui-là, on n'aura plus besoin d'interventions invasives, de biopsies pour lutter contre le cancer de la peau. C'est ça l'idée? C'est exactement ça l'idée, de fournir au dermatologue un outil d'imagerie qui lui permet de prendre en charge les patients de manière très précoce, rapide, de voir un maximum de patients et aussi de favoriser des traitements non invasifs. Aujourd'hui, il en existe et du coup de faire des parcours patients 100% non invasifs. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur le numérique et l'innovation. Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.